Donc, tout d'abord, je tiens à remercier Sébastien Lecommandou pour cette invitation et plus généralement aussi pour le fait qu'il ait invité dans cette série de séminaires toute une communauté de physico-chimistes et de chimistes des polymères et des assemblages, communauté française, très active, parfois un peu discrète, mais tous passionnés par ce biomimétisme et cette interface avec la biologie. Et donc pour nous, c'est effectivement une lumière qu'on apprécie tous. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un certain nombre de travaux qui ont été faits dans mon équipe, mais aussi dans d'autres groupes, y compris à l'international. Je me permettrai des incises de choses qui ne sont pas du tout, qui ne concernent pas du tout le travail de mon laboratoire, autour des protéines et de la stabilisation des protéines. Parce que tout ce qu'on a pu raconter autour de la bio-inspiration ou l'utilisation de matériaux, notamment de matériaux ayant une activité enzymatique en particulier, se réfère à un moment ou à un autre à extraire, à manipuler une biomolécule qui peut être modifiée d'une manière très importante, mais qui essentiellement est inspirée par les protéines naturelles. Et on veut la faire fonctionner dans des systèmes qui sont de moins en moins naturels. Et donc pour cela, il faut prévoir des méthodes de manipulation, que je résume ici par cette photo un peu humoristique. C'est Paris, c'est la Fashion Week. Il s'agit d'encapsuler, il s'agit de protéger une protéine, un objet vivant, un objet issu du vivant, dans, pour nous, des polymères, de façon à ce qu'ils subissent de la manière la moins violente possible les stress de l'environnement. Et donc vous avez des façons plus ou moins valables d'encapsuler des choses avec des pertes de fonction qui peuvent survenir si vous encapsulez à mauvais escient, au mauvais endroit, ou au contraire des mises en valeur dans les bons cas. Et donc, pourquoi est-ce qu'on parle d'enzymes et de protéines et de leur utilisation en dehors des systèmes naturels, soit biomimétiques, soit d'exploiter effectivement les propriétés extraordinaires du vivant? Là, je vous représente juste une petite chronologie, mais vraiment extrêmement rapide et très insuffisante et partielle. Mais au jour d'aujourd'hui, et finalement pratiquement depuis les années 20, on utilise de plus en plus des systèmes protéiques dans des approches industrielles. Et donc, si on commence dans les années 20, effectivement, la découverte de l'insuline, c'est finalement le premier médicament protéique qui va arriver sur le marché très rapidement, qui à cette époque-là est extrait de pancréas de cochon, et donc de sources naturelles, exclusivement naturelles. Et on va avoir une première révolution sur cette insuline dans les années 80, l'insuline dite recombinante, c'est-à-dire qu'on est capable à cette époque-là de faire fabriquer par des bactéries en très grande quantité et de manière très pure cette insuline, et ça révolutionne évidemment le traitement du diabète. Et donc ça permet aussi, si je saute encore un petit peu et que j'arrive ici à des systèmes dits d'évolution dirigée et donc de génie de biotechnologie, on va pouvoir, dans ces protéines, modifier un certain nombre d'acides aminés, changer les séquences, les faire évoluer de manière à ce qu'elles aient des propriétés plus ou moins intéressantes pour nous. Par exemple, on veut les rendre thermostables pour qu'elles puissent travailler à des températures élevées dans des réacteurs industriels, accélérer les réactions par rapport à ce qui va se passer dans le vivant. On veut faire qu'elles circulent plus longtemps dans le sang après injection chez un patient, etc. Et donc là, on va changer quelques acides aminés ou quelques sites de glycosylation, des modifications sur ces protéines, à travers des outils du biologique. Je ne parle pas de physico-chimie, mais vraiment de gens de la biologie et de la biologie structurale et de la biologie des protéines. Et donc, à partir des années 90, on sait faire ça. On va même breveter des gènes. C'était dans ma jeunesse des choses qui étaient très discutées. Peut-on breveter un gène? Effectivement, on arrive à faire des objets maintenant qui sont inspirés des protéines naturelles, mais qui sont des objets construits par l'homme pour avoir une propriété plus intéressante dans des conditions d'utilisation. Et donc, c'est des insulines recombinantes maintenant qui vont avoir des durées de circulation plus lentes et puis une efficacité sur le plus long terme. Et on arrive maintenant aujourd'hui, vous voyez, c'est 2016, typiquement, à la première enzyme complètement construite par ingénierie enzymatique, une enzyme qui est capable de catalyser le couplage silicium-carbone. Ça n'existe pas dans la nature. Elle a été construite pour ça par des biotechnologues et des biologistes et des chimistes. Et donc, dans le même temps, ces techniques vont permettre aussi d'avancer sur un certain nombre de médicaments. Et par exemple, c'est les anticorps monoclonaux qui arrivent dans les années, fin des années 80. Alors, après, il y a eu un saut. Pendant longtemps, il n'a pas été utilisé. Mais de la même manière, on va commencer à pouvoir fabriquer, d'abord, extraire les anticorps qui nous intéressent, qui vont cibler, par exemple, des tissus cancéreux,
On va pouvoir les fabriquer en grande quantité, les exprimer dans des cellules. On va pouvoir les modifier. Ici, c'est un ADC, ça veut dire anticorps drug conjugate. Donc, on va pouvoir les modifier à bon escient avec soit des pégylations, soit des conjugués de drogues cytotoxiques pour traiter le cancer. Et donc, toute cette batterie d'anticorps, depuis les années 2000, est devenue un incontournable de la pharmacie. En gros, ce qui se développe aujourd'hui en Europe dans la pharmacie, ce sont des médicaments protéiques et notamment des anticorps. Et donc, en 2020, on a fêté le 100e anticorps monoclonal produit, autorisé par la Food and Drug Administration, autorisé à l'utilisation chez l'homme en tant qu'objet pharmaceutique, un 100e anticorps monoclonal. Puis, bien entendu, dans l'alimentation et autres, le sucre inverti, les sirops de fructose qu'on utilise largement dans l'agroalimentaire, tout ça passe par des enzymes qui sont mises en œuvre dans des bioréacteurs. Alors, quand on a affaire à une protéine et qu'on veut l'utiliser à bon escient dans un milieu, par exemple un bioréacteur, un réacteur même de synthèse enzymatique, eh bien, on est confronté quand même par rapport aux catalyseurs habituels ou par rapport aux fonctions classiques de la réactivité chimique à une particularité qui est que cette protéine ne va fonctionner qu'à condition qu'elle soit repliée avec une structure tridimensionnelle qui est la structure dite native. Et ce repliement va être très sensible aux conditions d'environnement, le pH, la température, un solvant, un stress. On a tous battu du blanc en neige, enfin, j'espère, si vous faites un peu de cuisine. C'est de l'ovalbumine, de l'albumine. Quand on bat les blancs en neige, on lui impose un stress à l'interface OR, on dénature cette protéine, on la déplie. Et quand elle est dépliée, elle va s'agréger, elle va former des amas protéiques, elle va couvrir la surface, ça devient irréversible. C'est pour ça que votre mousse de blanc en neige tient, donc ça peut avoir des intérêts. Mais on a perdu la fonction de la catalyse enzymatique dans ces cas-là. Donc un certain nombre de stress, et de très nombreux stress, vont dégrader l'activité qui vous intéresse de mettre en œuvre dans des conditions plus artificielles. Et puis ça, c'est le cas simple qu'on sait gérer à peu près. On va diluer, on va redissoudre ces agrégats en mettant de l'urée, par exemple, et puis en enlevant graduellement cette urée. Enfin, on sait gérer à peu près sur un cas simple qui est une petite protéine soluble. Quand on dit petit, c'est disons moins de 50 000 grammes par mol en masse molaire. Elle est monodomaine, donc elle est assez facile à manipuler. Il y a des cas beaucoup plus compliqués. Alors, un anticorps, c'est par exemple 4 sous-unités qui vont faire 150 000 grammes par mol, 4 sous-unités qui s'assemblent en 3 domaines spécifiques, qui s'assemblent de manière coordonnée, séquentielle. Ça, déjà, replier un anticorps in vitro, c'est très compliqué. C'est voire presque impossible. Et puis, il y a le cas des protéines membranaires intégrales, dont je vais parler beaucoup plus. Protéines membranaires intégrales qui sont ici l'objet blanc inséré dans une membrane bilipidique dont Sébastien Lecommandeur vous a déjà beaucoup parlé. Et donc ces protéines membranaires intégrales, elles ont une particularité, c'est qu'elles vont avoir un domaine central qui est dans un domaine très hydrophobe, dans un environnement très hydrophobe, un domaine périphérique cytosolique à l'extérieur qui va être similaire à une protéine classique soluble dans l'eau. Et puis, c'est des objets beaucoup plus gros, extrêmement sensibles à une diversité supplémentaire de stress ou de complications. Vous voyez ici, sur le dessus, là, c'est un canal potassium qui fait traverser à la membrane un ion potassium, en violet ici. C'est un tétramère de protéines qui est stabilisé par ici ces 4 molécules de lipides, c'est les petites molécules amphiphiles qui constituent la membrane, mais qui viennent s'insérer précisément à l'interface. Et tout ça, c'est des liaisons faibles. Ça peut au plus être des liaisons hydrogènes, mais en général, c'est vraiment des contacts un peu comme des Legos où on assemble les choses par complémentarité de forme, plus des liaisons de Van der Waals, des liaisons extrêmement faibles. Et si ce tétramère n'est pas formé ou est légèrement flottant parce qu'une de ces liaisons n'est pas la bonne, si vous n'avez pas les bons lipides à l'interface, vous n'avez pas la fonction de canal potassium. Ici, vous avez un récepteur à l'acétylcholine, un récepteur nicotinique à l'acétylcholine, bien connu des fumeurs, même si la plupart d'entre eux ne sont pas conscients que c'est ça qui les rend addicts. Vous avez ici ces hélices qui sont les hélices qui traversent la membrane lipidique, et puis un domaine cytosolique qui va reconnaître l'acétylcholine et qui va ensuite transmettre un signal de l'extérieur vers l'intérieur de la cellule, qui va être ensuite amplifié. Eh bien, cette transmission de signal ne fonctionne qu'à condition que ces 4 hélices soient parfaitement orientées et au contact de ce domaine qui est le domaine récepteur, et notamment cette hélice numéro 4. Et cette hélice numéro 4, on sait que si on n'a pas l'acide phosphatidique et du cholestérol en bonne quantité à la bonne concentration dans la membrane, elle se déplace légèrement. Là, c'est très surreprésenté. C'est un déplacement moins d'1 nanomètre, mais ça tue la transmission du signal depuis le récepteur jusqu'à ce domaine transmembranaire qui transmet le signal vers l'intérieur de la cellule. Et donc, quelques molécules de plus ou de moins ajoutées dans la membrane fait la différence entre un objet fonctionnel et un objet qui n'est plus fonctionnel. Donc, c'est extrêmement sensible à encore plus de choses.
La cellule arrive à se débrouiller avec ça, mais vous voyez ici une représentation artistique de quelqu'un qui est au Scripps Institute, qui est un scientifique, de l'intérieur d'une cellule, d'un macrophage, enfin d'un lymphocyte B, pardon, ici. Vous avez le ribosome. Ce ribosome ici, il est connecté à travers la membrane qui représente en vert un certain nombre de protéines membranaires. 4, c'est un translocon, c'est un complexe qui va permettre à la protéine naissante dans le ribosome, vous savez tous que le ribosome, c'est ce qui synthétise les protéines, le polypeptide sort du ribosome comme une chaîne naissante, mais elle va être prise en charge par ce complexe ici qui lui fait traverser la membrane du réticulum endoplasmique, et puis cette chaîne de protéines naissantes qui est à la fois hydrophobe, hydrophile, avec des séquences très complexes, qui ne va jamais pouvoir se replier correctement toute seule, elle est prise en charge en permanence par ces numéros 5, 6, 7 ici, qui sont des chaperones, c'est-à-dire des protéines qui viennent complexer la chaîne polypeptidique naissante, en train de s'être synthétisée, et qui vont l'aider, d'une part, dans son parcours à l'intérieur du réticulum endoplasmique, mais dans son repliement, puis ensuite dans sa concentration, puis dans sa sécrétion, etc. Donc c'est toujours extrêmement compliqué. Vous voyez, tout est à touche-touche dans une cellule. Et donc replier une protéine qui a des petites interactions faibles dans tous les sens, à l'intérieur d'une cellule comme ça, sans ces chaperones, sans cet enrobage fonctionnel qui l'aide à aller se replier correctement, c'est strictement impossible. Et puis, dans le cas de stress, vous allez chauffer, vous allez appliquer un pH sur une cellule, elle va répondre au stress en synthétisant des chaperones supplémentaires qu'on appelle HSP, Heat Shock Protein. HSP ici 42 et 26, qui typiquement vont reconnaître qu'une protéine dans le cytosol ici est en train de subir le stress et d'être en train de se déplier, donc va perdre sa fonction. Elle va effectivement s'associer à cette partie en train de se déplier qui est en général plus hydrophobe que la moyenne. Et déjà, en la complexant, elle va la séquestrer, elle va l'extraire du milieu où elle risquerait d'agréger et de se dégrader définitivement. Et puis elle va ensuite l'adresser, comme on dit en bon français, donc on va cibler une autre chaperonne qui ensuite va permettre, par des mécanismes plus compliqués que je ne détaillerai pas, vous me permettrez de gagner un peu de temps ici, qui va permettre le repliement. Donc l'idée, c'est qu'on capture quelque chose qui est en train de se déplier à mauvais escient, on l'isole, et on le met suffisamment de temps à l'isolement pour qu'il ait le temps de retrouver sa conformation native et fonctionnelle. Et donc ça, c'est vraiment l'idée de la chaperonne bio-inspirée par la nature. Alors qu'est-ce qu'on peut faire quand on veut, dans un milieu synthétique, dans un milieu artificiel, mimer ces chaperones sans avoir besoin de les extraire et de les produire nous-mêmes, ce qui va être aussi compliqué que d'extraire et de produire les protéines qui nous intéressent? Eh bien, on va poser la question de manière la plus simple possible. Est-ce qu'il est possible de faire une sorte de bouée molle autour d'une protéine d'intérêt qui va l'isoler parce qu'elle va être répulsive vis-à-vis de l'extérieur et d'autres bouées de même nature. Donc si on arrive à piéger à l'intérieur d'une bouée, ici qui va être un polymère, ce qui va nous intéresser, qui sont des agents dispersants, bien connus des gens des colloïdes et de l'industrie, si on peut avoir une bouée de polymère d'agents dispersants qui est capable de reconnaître les protéines qui nous intéressent, de les isoler dans un milieu qui est suffisamment adapté pour leur repliement, on va peut-être pouvoir effectivement faire parfois nano-encapsulation, nano-armure sont les mots qui sont utilisés dans la littérature. Et donc le cycle chaperon, de manière ultra simplifiée, c'est effectivement, j'ai ma macromolécule qui est capable de reconnaître une protéine en train d'être stressée et de se déplier à mauvais escient. Elle va donc la capturer, l'isoler dans cette structure qui va être à une échelle de quelques nanomètres, et puis de ce point de vue-là, déjà éviter qu'elle parte vers l'agrégation irréversible, ce qui est une bonne chose. Ensuite, il faut que cette capsule soit dynamique, le mot a été prononcé dans le cours de ce matin, pour permettre effectivement les mouvements moléculaires nécessaires et suffisants pour que cette protéine se replie, retrouve sa conformation active, et ensuite éventuellement soit relarguée si besoin. Donc là, on mime ce cycle chaperon par ces 4 éléments caractéristiques. Puis on peut faire un petit peu plus, si on rêve un petit peu, si on a une bouée molle de protection autour de notre protéine d'intérêt, cette bouée, comme elle est molle, on va pouvoir effectivement, on a parlé de polymères stimulables, on va pouvoir changer un petit peu les propriétés d'interaction périphérique de cette bouée avec l'extérieur, et donc typiquement avoir quelque chose qui va être soluble dans l'eau, ou qu'on va pouvoir concentrer, si on précipite à façon, on va pouvoir concentrer notre protéine, peut-être réintégrer les choses dans la membrane, ou la sortir de la membrane lipidique, qui est un domaine hydrophobe, donc passer de l'eau à l'hydrophobe, de l'hydrophobe à l'eau, au travers de maîtrise de ces propriétés de ces bouées polymères.
Donc voilà, ce que je vais essayer de vous présenter, en peut-être allant plus rapidement sur certaines choses, c'est comment on stabilise des protéines les plus compliquées qui puissent, pour nous, être d'intérêt, les protéines membranaires intégrales, dont je vous ai déjà très brièvement parlé. Est-ce qu'on peut les extraire de la manière la plus simple possible avec ce type de bouée? Donc non seulement une bouée protectrice, mais quelque chose qui va aller attraper la protéine dans la membrane et l'en sortir, pour qu'on puisse ensuite, nous, après purification, l'utiliser à bon escient. Est-ce qu'on peut traverser la membrane avec cette bouée qui va changer de propriété? Et puis, donc, on verra quelques applications plus pratiques en fin de présentation. Donc, pourquoi les protéines membranaires intégrales, dont j'ai déjà parlé comme un objet compliqué? Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à un objet compliqué? Si c'est uniquement par défi de faire des choses compliquées, ça n'a pas forcément du sens. Mais parce que ces protéines membranaires intégrales, elles sont absolument ubiquitaires dans le fonctionnement cellulaire. Elles vont jouer le rôle de transporteurs. Ici, vous avez, alors j'ai repris de Bordeaux, hein, pour une petite image des biologistes de Bordeaux. Donc, vous avez ici des clatrines qui sont capables de déformer la membrane. Et en fait, ça accompagne le bourgeonnement de cellules dans l'invagination ici de la membrane périphérique, donc pour aller attraper, par exemple, des nutriments, faire rentrer quelque chose dans la cellule. C'est extrêmement régulé par des protéines membranaires. Tout le parcours de ces vésicules à l'intérieur du cytosol est totalement régulé par des protéines membranaires qui vont reconnaître par des étiquettes les cibles où elles doivent aller, qui vont permettre le mouvement dans le cytosol de ces vésicules. Et de la même manière, les sécrétions à partir du Golgi vers l'extérieur sont régulées par des protéines membranaires. Et quand il s'agit de sécréter quelque chose, il faut que ces vésicules arrivent à l'extérieur et fusionnent avec la membrane externe pour relarguer leur contenu. Cette fusion, qui est très dépendante d'énergie, est aussi régulée par des protéines membranaires qu'on appelle les snares. Donc, à tous les niveaux du transport dans un sens ou dans l'autre et de la sécrétion, on trouve des protéines membranaires qui régulent les comportements des compartiments. Alors, les récepteurs, on a vu celui de l'acétylcholine, hein, donc les récepteurs, c'est l'inflammation, c'est la réponse immunitaire, c'est votre vision. C'est des protéines qui capturent un photon et qui envoient un signal ensuite dans le cytosol. C'est l'olfaction, le goût. Voilà, donc un certain nombre de récepteurs qui sont toujours présents à la surface des protéines, des cellules pour pouvoir effectivement répondre à un signal et transmettre le signal. L'énergie, c'est aussi les protéines membranaires. Vous avez vu cette belle image de l'ATPase, l'ATP synthase, donc, en début du cours d'aujourd'hui, qui est une machinerie extraordinairement compliquée qui est présente dans les mitochondries pour fabriquer l'ATP, l'énergie de la cellule, à partir d'un gradient qui va se situer entre l'intérieur et l'extérieur de la mitochondrie. Donc on a une pompe qui, à travers un gradient de pH par exemple, va fabriquer de l'ATP en pompant l'énergie du gradient. Dans les chloroplastes, pour la photosynthèse, c'est la même chose, mais avec une machinerie protéine membranaire beaucoup plus compliquée, et j'en passe. Donc là, je perds un peu de temps, excusez-moi, mais pour montrer l'importance des protéines membranaires intégrales, il y a 3 chiffres qu'on peut citer. 3 chiffres. La première chose, c'est à peu près un quart du génome exprimé, ce sont des protéines membranaires, et notamment des protéines membranaires intégrales. Et ce quart de génome exprimé, c'est 60% de nos médicaments au niveau des cibles thérapeutiques. Donc ça signale l'importance fonctionnelle de ces protéines. Et puis, quand on regarde ce qu'on connaît de ces protéines, c'est-à-dire typiquement quel est le nombre de structures de protéines qui sont publiées, là, je vous conseille d'aller voir la PDB Protein Data Bank, plus loin dans les transparents, vous avez le site web. C'est la collection de toutes les structures protéines connues et fiables, avec des outils pour les voir en 3D et regarder tout comme ça, des choses de détails sur ces protéines, et puis des explications, parce que vous avez les liens avec les articles qui vous permettent d'avoir l'explication fonctionnelle. Eh bien, 1% des protéines connues en termes structuraux aujourd'hui, c'est-à-dire à l'échelle d'une structure de quelques angstroms de résolution, 1% de ces structures connues aujourd'hui sont des protéines membranaires intégrales. Donc vous voyez, là, ça signale une difficulté extraordinaire à les manipuler, à les purifier, puis ensuite à les étudier pour connaître leur structure et leur fonction. Donc pourquoi est-ce que c'est si difficile? Parce que, étant dans la membrane, si on veut déjà les extraire et les purifier, toutes les méthodologies d'extraction de purification, ça passe par des solutions aqueuses, de la chromatographie, typiquement. On va séparer, on va isoler certaines protéines plutôt que d'autres, on va les concentrer, tout ça c'est en solution. On ne peut pas le faire dans une membrane, on ne peut pas séparer un mélange de protéines, de lipides dans une membrane biologique.
Donc pour le faire, on va extraire typiquement les protéines de la membrane en ajoutant ce que les biologistes appellent des détergents. Alors vous avez ici un détergent, c'est une grosse tête polaire en général neutre, ici par exemple un sucre, un oligosaccharide, ça peut être aussi ici un zwitterion comme une bétaïne, un phosphate et ammonium. Donc voilà, deux exemples de têtes polaires naturelles qu'on trouve dans les membranes naturelles et associés à une queue hydrophobe. Ici, vous avez un 12 carbone en CH2, N fois. Lorsqu'on a un objet comme celui-là, avec, disons, une grosse tête très hydrophile et une petite queue hydrophobe, on utilise en physico-chimie un paramètre qui a été popularisé par Israël Ashvili il y a déjà assez longtemps, qui s'appelle le paramètre d'aspect. Typiquement, c'est le rapport de la surface de cette tête sur le carré de la longueur de cette queue. Et si ce paramètre d'aspect est tel que vous avez une molécule qui a une forme typiquement conique, eh bien, lorsque vous mettez cette molécule dans l'eau, pour minimiser l'énergie libre du système, il va falloir maximiser les contacts hydrophobe-hydrophobe entre molécules. Et il va falloir éviter qu'il y ait des répulsions par contact hydrophile-hydrophile entre les têtes, qui sont, pour l'énergie libre du système, voilà, désagréables, on va dire. Et donc, cette minimisation de l'énergie libre du système se produit dans le cas où le paramètre d'aspect correspond à cet objet conique, en fabriquant des petites sphères qu'on appelle des micelles d'amphiphiles. Lorsque votre molécule a une tête un peu plus petite ou des parties hydrophobes un peu plus longues, on a plutôt une forme générale qui va être caractérisée par un paramètre d'aspect de 1, et donc à ce moment-là, c'est plutôt cylindrique. Et on va préférer, au niveau de la minimisation de l'énergie libre, compacter ces molécules sous forme d'une membrane plane où toutes les molécules sont un peu au garde à vous, côte à côte. Voilà. Et donc, quand on va faire des mélanges entre ces deux molécules, eh bien, finalement, on explore le champ des paramètres d'aspect entre 1 et 1 tiers. Et on va graduellement passer d'un objet qui s'assemble en membrane plane, où on peut avoir des lipides ou des détergents qui se mélangent, mais qui ont essentiellement en moyenne, préférentiellement, un état d'équilibre sous forme d'assemblage plan, à quelque chose où on a majoritairement les surfactants, les détergents qui forment des petites micelles sphériques, et entre les deux, la possibilité de coexistence entre des membranes qui contiennent beaucoup de lipides et peu de surfactants, qui sont essentiellement plates, et qui ont la même énergie que des micelles qui contiennent beaucoup de surfactants et un peu de lipides et qui sont essentiellement sphériques. Et c'est ce point-là qui va nous intéresser parce que dans ces conditions-là, on va extraire principalement quelques protéines qui ont des formes adaptées à la micelle qui nous intéresse. Donc en fonction des micelles qu'on utilise, on extrait déjà préférentiellement certaines protéines plutôt que d'autres. Alors, je continue un peu rapidement, mais une fois qu'on a parvenu à extraire nos protéines membranaires, ici IMP, là, très, très schématique, avec nos détergents qui sont représentés par cette petite boule bleue et la petite queue orange dans la suite, ce qui nous intéresse, c'est de les étudier, de les faire fonctionner. Et là, on peut avoir une grosse déception. Vous avez ici le cytochrome B6F, qui est un des éléments de l'appareil photosynthétique, un peu compliqué, c'est un dimère avec d'autres protéines extra protéines membranaires qui viennent s'associer à lui. Vous extrayez votre protéine le lundi, et puis dans les meilleurs cas, parce que vous n'êtes pas trop bête et vous savez que votre protéine est très sensible et très fragile, vous avez rajouté un petit peu de lipides dans vos micelles de détergent pour maximiser la stabilité de l'objet. Eh bien, malgré tout, le lundi matin à 8 h, vous avez votre protéine. Le lundi midi, elle est déjà très largement désactivée. Le mardi, elle est morte, quoi. C'est le cas aussi ici de la bactériorhodopsine, qui est une protéine de la photosynthèse des bactéries pourpres. Dans la membrane lipidique, l'activité de cette protéine, des mois au frigo, votre activité reste à 100%. Vous l'extrayez avec un détergent ici, l'octylchloglucoside, donc chaîne octyle, tête sucre. En fin de semaine, vous n'avez plus de protéines actives. Donc, ça, ce sont des cas représentatifs, des cas un peu difficiles. Est-ce que, lorsque maintenant je vais essayer d'inventer un polymère qui va protéger, donc enrober de plastique ma protéine, est-ce que je peux faire mieux ? Je passe le détail, il y a un petit peu de conception autour d'éviter que les polymères qui sont des polymères amphiphiles, qui vont mimer ces détergents en étant polymérisés, forment des amas de type gel ou forment des chaînes multimicellaires, parce que là, on va avoir des choses qui n'auront pas un contrôle correct de leur taille. On a un petit peu tâtonné autour d'une structure optimale qui finalement va contenir entre 20 et 30% de chaînes alkyles, ici plutôt courtes, octyles, une centaine de monomères. Là, vous avez représenté à l'échelle ce que ça donne, en rouge les chaînes octyles et puis en bleu les monomères plutôt hydrophiles.
Et cet objet-là, une fois optimisé en termes de composition et de longueur, va s'organiser spontanément dans l'eau sous forme d'une petite micelle de rayon typiquement quelques nanomètres, avec le moins possible de chaînes par micelle. On visait une, on a obtenu 3-4, et finalement ça marche suffisamment bien comme ça. Donc on reconnaît ici, à l'échelle du polymère, notre cône amphiphylle, qui fait que ce polymère s'associe en micelle sphérique de petite taille. Et que se passe-t-il quand maintenant je passe ma protéine membranaire intégrale en polymère? J'ai ma protéine membranaire intégrale toujours extraite en détergent, parce que je ne peux pas faire autrement à cette époque-là, c'est les années 2000. Je rajoute un polymère dans la solution, j'enlève le détergent par des systèmes d'absorption, on a des billes de polystyrène poreuse qui absorbent le détergent, il ne reste plus que la protéine dans son polymère. Ça y est, j'ai entouré ma protéine de plastique. Et là, j'arrive le lundi matin, ma protéine ici, bactériodopsine, hein, cette opsine de la photosynthèse bactérienne, le lundi matin est en bon état dans mon polymère, et 15 jours plus tard, elle est toujours en bon état dans mon polymère. Donc là, on était très contents. Et en plus, quand on fait de la chromatographie, on a un très joli pic qui dit l'objet protéine polymère fait quelques nanomètres, 6-7 nanomètres de rayon. On le regarde en microscopie électronique, on a les petits points noirs ici qui sont nos complexes polymères protéines, avec ici une référence qui est le virus de la mosaïque du tabac, qui nous permet d'avoir une référence de longueur. On peut regarder comment les tailles de ces complexes protéines polymères se distribuent autour d'une moyenne, c'est très bien défini. Et puis on peut même, et ça c'est Jean-Luc Popeau et ses collaborateurs qui ont développé ça après les années 2000, on peut même retirer le polymère en rinçant abondamment ces structures. On peut immobiliser la protéine et rincer pour enlever tout le polymère possible. Dans ces cas-là, on a une petite agrégation qu'on voit en chromatographie ici d'exclusion stérique. Donc la largeur du pic nous indique qu'on a des agrégats qui se forment, des petits amas de protéines, parce qu'on a enlevé le polymère qui la protégeait. Mais en fait, il en reste toujours un qui est accroché plus fort que les autres. Et quand on rajoute du polymère dans la solution, on retrouve la dispersion de petites micelles de 5 nanomètres. Donc on a un objet qui est beaucoup plus costaud que les détergents, qui, lorsqu'on les retire, induisent l'agrégation de la protéine, et c'est irréversible, vous avez perdu votre protéine. Là, on a protégé notre protéine définitivement, si je puis dire, en tout cas, y compris en cas d'accident, de mauvaise manipulation par l'utilisateur. Et puis ça va même encore au-delà, là ça a été carrément une surprise pour nous, hein, on n'y s'attendait vraiment pas. Ce sont des polymères qui sont des polymères chargés anioniques. Les détergents anioniques, vous trouvez ça dans les shampoings, dans la lessive, les liquides vaisselle. Donc c'est très agressif, ça enlève tout le gras et ça dénature les protéines. Typiquement, l'idée c'est qu'un surfactant anionique comme le SDS, c'est ce que vous avez typiquement dans les shampoings et les liquides vaisselle, chaîne en C12, tête sulfate, il va former des micelles autour d'une protéine, et dans la mesure où ces têtes sont très chargées négativement, elles vont se repousser, et elles vont en quelque sorte tirer sur la protéine et favoriser son dépliement. Alors il n'y a pas que ça, il y a une interaction des sulfates avec les groupes polypeptidiques, mais typiquement, les surfactants, les détergents anioniques sont des détergents dénaturants pour la protéine. Or, nous, on a un polymère qui est anionique, polyanionique, et ce polymère, lorsque vous passez du SDS, votre bactériorhodopsine ici, lorsque vous la passez en polymère, vous voyez, on retrouve la couleur rose, qui est la couleur caractéristique de la protéine fonctionnelle. Et donc, on a renaturé notre protéine en la passant du SDS, anionique amphiphylle, à notre polymère anionique amphiphylle, ce qui est tout à fait inattendu. Là, je voulais m'excuser de vous présenter ce transparent. Je vais le sauter, je crois. Mais l'idée, c'est que quand vous mélangez deux détergents neutres, qui sont doux pour les protéines. Alors, quand je dis doux, hein, vous savez, ça tient une semaine, hein, une protéine membranaire en détergent, mais enfin, c'est moins terrible que de mettre du SDS. Quand vous mélangez deux détergents neutres entre eux, ils vont faire une micelle mixte, ils vont vraiment se mélanger complètement à l'échelle de ce petit objet de 5 nanomètres là, de la micelle. Et en se mélangeant, ils vont dégager une certaine quantité de chaleur qu'on va pouvoir mesurer. En mesurant précisément ces choses-là, on va pouvoir définir si le mélange est dit idéal ou régulier, au sens de la thermodynamique du terme. C'est-à-dire qu'en gros, ils se mélangent en toute proportion, précisément dans les proportions que j'ai mises dans mon système, et les seules énergies mises en jeu sont des enthalpies, donc un petit peu de chaleur qui se dégage ou qui est captée par contact détergent-détergent. Il n'y a pas, si vous voulez, de facilité ou de tropisme pour faire d'un côté les micelles du détergent 1 et de l'autre côté les micelles du détergent 2. Et lorsqu'on mélange un détergent anionique avec un détergent neutre, eh bien, dans ce cas-là,
le fait que le détergent soit chargé négativement en surface, on comprend assez facilement que les micelles neutres n'ont pas la même énergie que les micelles chargées négativement. Il y a une énergie nécessaire pour charger la surface de votre petite boule en rassemblant à l'échelle de 5 nanomètres des groupes anioniques qui se repoussent fortement les uns les autres. Donc il faut mettre une énergie considérable pour arriver à former cette boule. Donc on a à ce moment-là un mélange qui n'est plus du tout régulier idéal. On sait le repérer. Alors, je ne vous en dirai pas plus. Cette équation et ces mesures nous indiquent, quand je mélange les amphipoles, je vais les appeler amphipoles désormais, anioniques amphiphiles avec un détergent neutre, qui normalement extrait bien les protéines membranaires, j'ai un mélange régulier quasi idéal, comme quand je mélange 2 détergents neutres. Donc ça aussi, ça nous dit, ce polymère, finalement, se comporte comme un détergent neutre, alors qu'il est anionique, et ça nous intéresse beaucoup qu'il soit anionique, parce que plus il est chargé, plus il est soluble, plus je disperse ma protéine correctement dans la solution aqueuse. Donc ce qui se passe, en fait, ce qu'on croit ce qui se passe, c'est que votre polymère amphiphile, lorsqu'il est bien conçu, avec la bonne densité de groupe hydrophobe, qu'il fasse une micelle ou qu'il s'accroche sur la protéine membranaire représentée ici par le cylindre rose, finalement, ça ne change pas tellement sa conformation, ça ne change pas beaucoup la concentration d'ions négatifs que vous avez à l'échelle du polymère ici. Il y a une petite contraction, peut-être pour faire les micelles, pour compacter un petit peu mieux le cœur hydrophobe, mais c'est très différent de prendre 100 SDS, 100 détergents anioniques qui sont dispersés partout dans la solution et de les amener en une seule micelle qui fait 5 nanomètres, que de prendre ici une chaîne qui fait une dizaine de nanomètres et de la compacter à 5 nanomètres. En fait, l'énergie électrostatique qui est présente dans ce système varie très peu au cours de l'association avec les protéines ou avec la micelle, et c'est ça qui explique qu'on n'a pas d'effet dénaturant de nos objets amphiphiles anioniques. Alors, ça, c'était le début de l'histoire. Depuis, il y a eu pas mal de progrès et de développement. Je l'ai représenté sous forme d'un cladogramme, un titre un peu humoristique, puisqu'on est à l'interface avec la biologie. Au temps primitif, était la soupe primordiale de polymères amphiphiles, qui sert essentiellement de système de texturation, d'agents d'extraction du pétrole, dans les cosmétiques, pour faire des gels, etc. Et donc, ça, c'est des choses qui sont plutôt des amas, des gels, des structures 3D. Et puis, il y a une petite communauté dans les années 80 auxquelles j'ai appartenu pendant ma thèse qui essaye de faire des polysavons, donc en polymérisant des détergents. Et quand on s'intéressait aux protéines membranaires, là, ça a clairement explosé autour de la créativité des choses. Vous avez des gens plus proches de la biologie qui essayent de faire des peptides avec des parties amphiphiles qui sont appelées peptitergents pour les uns, lipopeptides pour les autres. Et donc l'idée est la même, mais on va prendre une structure peptidique amphiphiles pour qu'elle vienne protéger en périphérie une protéine membranaire centrale. Vous avez bien sûr le groupe de Wolfgang Meyer et puis quelques autres qui font des polymersomes dans lesquels ils vont intégrer les protéines membranaires. Dans les premiers essais, c'était typiquement des porines qui sont vraiment des rocs. Le porine, c'est un trou. Ça permet d'échanger soit des ions, soit de l'eau ou des petites molécules. À l'intérieur, ça fait un trou dans une membrane et c'est un trou passif. Mais comme c'est des structures bêta, c'est extrêmement stable. C'est les seules protéines membranaires que vous pouvez faire bouillir à 100 degrés pendant 10 minutes sans qu'elles se dénaturent. Donc effectivement, ça c'est assez facile à réintégrer. Et à partir du moment où ils ont appris à intégrer des porines dans des polymersomes, donc là c'est purement polymère, il n'y a plus du tout de lipides, ça a progressé beaucoup avec des designs de polymères qui doivent être effectivement très flexibles dans la partie hydrophobe. Et maintenant, on sait réintégrer de la TPase et un certain nombre de protéines beaucoup plus sensibles dans ces polymersomes, tout en gardant leur fonctionnalité. Alors cela dit, j'ai fait le compte là récemment, en 2020-2021, il y avait une petite dizaine de protéines membranaires qui ont été intégrées dans les polymersomes. Ce n'est pas non plus la panacée, et puis on est toujours obligé de les extraire en détergent, de les mélanger avec le polymersome en espérant qu'elles rentrent spontanément là-dedans. Ce n'est pas du tout facile à manipuler. Ce n'est pas pour des choses qui sont en tout cas des choses de grande quantité. Ce qui permet les grandes quantités aujourd'hui et qui est vraiment un grand espoir pour l'avenir de la structure des protéines membranaires, c'est les SMALP, pour styrène maléique assemblies, ou maléique anhydride, ça dépend des cultures des gens. Donc ça, c'est des copolymères, on va y revenir dans 30 secondes, qui font des petits confettis de membrane lipidique. Les petits points bleus ici, c'est typiquement des lipides. Le rouge, c'est le polymère qui vient stabiliser la périphérie du confetti. Et donc là, vous extrayez un morceau de membrane dans lequel il y a la protéine membranaire. Et ça, c'est absolument génial pour étudier les protéines membranaires. Et puis nous, ce qu'on a apporté au domaine, c'est nos amphipoles qui viennent faire cette bouée de protection autour du domaine hydrophobe de la protéine. Donc les amphipoles, je vous les présente rapidement. Ah si, je voulais juste... Oui, voilà. Typiquement, voilà. Les amphipoles,
2017, première structure haute résolution d'une protéine membranaire. En fait, ce qui a changé la donne, c'est une technologie qui est arrivée dans le domaine de la microscopie électronique, avec des caméras ultra sensibles, très haute résolution. Et donc maintenant, avec des images de microscopie électronique en solution dans l'eau, on prend des photos un petit peu comme quand vous allez chez le dentiste et qui vous fait un scanner de la mâchoire. On fait des photos rayons X dans toutes les orientations, puis avec toutes ces photos à toutes les orientations, on reconstitue en 3D la structure de votre dentition. Et bien là, on fait la même chose. On a des protéines qui sont dispersées dans l'eau, dans toutes les orientations. On prend des images de microscopie électronique et on va, en requalifiant toutes ces orientations, une par une, en les réidentifiant, on va pouvoir remonter à l'enveloppe, à la structure tridimensionnelle de votre protéine en solution. Et pour ça, il faut avoir la protéine membranaire en solution, parfaitement native et toutes identiques. Mais donc ça marche aujourd'hui. Et donc il y a 25 structures en amphipoles qui sont sorties grâce à ce système. Donc les amphipoles, je vous ai montré les amphipoles historiques, ceux qu'on a développés au début des années 2000. On a été aidé bien sûr par la regrettée Françoise Winnick au Canada, qui nous a fait des amphipoles zwitterioniques. Donc là, à ce moment-là, c'est la tête des phospholipides typiquement qui a été mise sur le polymère. Et puis des gens à Avignon, Bernard Pussy, Ange Polidori, qui ont fait des amphipoles anioniques. Et donc là, c'est la tête polyglucoside qui est mimée par le polymère. Donc tout ça sont des systèmes qui ont montré qu'ils sont capables vraiment de stabiliser toutes les classes de protéines membranaires qu'on a classiquement utilisées à cette époque, parce qu'elles s'étaient produites en grande quantité. On pouvait les produire en quantité raisonnable. Et puis Manuela Zonens a repris le flambeau à l'IBPC, la rue Pierre et Marie Curie, et elle a inventé récemment les cyclapoles. Donc c'est des amphipoles avec ici une partie hydrophobe qui est cyclique ou aromatique. Et ça fait une différence assez capitale. Et on va y revenir dans le transparent suivant. Donc le flambeau est repris par la jeunesse et donc on est très content. La raison pour laquelle on s'intéresse aux cyclapoles et au SMALP, c'est parce que ce que je vous ai parlé jusqu'à présent, c'est j'extrais en détergent et puis je passe en polymère pour stabiliser. Mais en fait, extraire directement avec les polymères, avoir un polymère qui va chercher la protéine, qui la sort de la membrane et qui la stabilise, serait beaucoup plus efficace parce qu'on ne passe pas par cet état intermédiaire instable. Et donc pour ça, voilà, la question qui se pose, c'est si j'ajoute un polymère bien conçu, est-ce qu'il est capable d'aller capturer dans la membrane cette protéine et de l'en extraire dans quelque chose. Alors là, on rentre dans des choses compliquées. Vous avez vu des morphologies de bourgeonnement, tout ça, qui peuvent être mimées dans des systèmes polymères ou des systèmes chimiques un peu complexes. En fait, dès les années 2000-2010, on savait dans la communauté des biophysiciens que si vous mettez un polymère amphiphile au contact avec une membrane de phospholipides, des vésicules de phospholipides, il se passe tout un tas de choses assez compliquées. Par exemple, si votre polymère est faiblement ancré et a une grosse partie hydrophile ici qui va être très très répulsive vis-à-vis des polymères voisins qui essayent de s'ancrer sur la membrane, et s'il ne traverse pas la membrane, eh bien, il reste en périphérie et il va, un peu comme un effet bilame, essayer de gagner le maximum de surface à l'extérieur pour pouvoir positionner cette grosse partie polymère externe qui est ancrée par une petite encre hydrophobe ici. Et donc ça va tordre, ça va induire une courbure. Cette induction de courbure, ben, typiquement, voilà, ça donne des morphologies comme ça, avec un système qui se met en petites boules successives. Ça, c'est une seule vésicule, hein, tous ces compartiments sont au contact. Ou des systèmes qui sont des systèmes multilamellaires qui viennent s'enrouler, parce que ici, vous avez une courbure qui est déclenchée. Et puis on peut aussi avoir de la démixion, des domaines lipidiques qui démixent. Ici, vous avez des lipides qui sont fluorescents ou non fluorescents. On ajoute le polymère, il se sépare en faisant ici des vésicules facettées. On a fait ça avec Sophie Cribier et Catherine Ladavière. On ajoute un amphipole et on voit se démixer en translation, en transverse, des domaines lipidiques qu'on a assimilés à l'époque, c'était l'époque des rafts. Les rafts, c'est des structures de lipides et de cholestérol et de protéines membranaires qui sont fonctionnelles dans la membrane biologique. Donc on peut mimer des objets comme ça. Et on peut aussi faire des trous dans la membrane et à ce moment-là avoir des vésicules qui deviennent perméables. Donc tout ça, c'est assez compliqué. Catherine Ladavière nous a beaucoup aidé déjà au démarrage pour comprendre ce qui se passait. Quand on met un polymère comme les amphipoles qui stabilisent les protéines membranaires sur une vésicule phospholipidique et qu'on attend un peu, quelques heures, quelques jours parfois, on voit des intermédiaires. Donc la vésicule est ici en microscopie électronique. On casse cette vésicule, on fait des petits confettis en première étape. Et puis si on attend suffisamment, on peut avoir, si vous avez l'œil ici, il y a une petite boule. Ici, il y en a plusieurs parce que là, on a chauffé, on a été un peu plus vite. Cette petite boule, c'est la micelle mixte de lipides et de polymères. Donc selon le polymère, selon la température, selon les temps, on a toute une zoologie d'objets, mais typiquement, on casse les membranes, on fait des petites confettis de membranes, ou alors on fait des micelles mixtes.
Et les fameuses styrènes maléiques anhydrides, donc copolymères de styrène et d'anhydride maléique, qui sont en général alternés, parce que quand on fait ça par polymérisation radicalaire, on a typiquement des rapports de réactivité qui font qu'on a un styrène, puis un anhydride maléique, puis un styrène, puis un anhydride maléique. Et donc ça, c'est des polymères industriels qui sont utilisés notamment dans la stabilisation des encres, par exemple. Donc ça s'achète au kilo. Voilà. Eh bien, lorsqu'on a des polymères qui contiennent typiquement 3 groupes styréniques pour un groupe acide maléique, anhydride maléique, on a un objet qui, ici c'est une simulation récente, qui est capable, en interaction avec une membrane lipidique, d'extraire des lipides de la membrane autour d'un anneau polymère qui est représenté ici en jaune et rose. Et cet anneau polymère va ensuite se détacher et faire ce fameux confetti de membrane en périphérie. Et donc ça vient du fait qu'à ce rapport 3 pour 1, on est typiquement dans un objet qui, à l'échelle moléculaire, est cet objet cylindrique avec ce rapport d'aspect autour de 1, donc qui a envie de faire des choses plates. Et en même temps, ici, on a un cycle, et notamment un cycle aromatique, qui va préférentiellement, c'est dans la simulation, on le voit bien, là, vous ne pouvez pas trop le voir, mais le cycle rose ici est un petit peu à plat sur le côté des lipides de la membrane. Donc cette capacité à la fois de vouloir faire des choses plutôt plates et puis de mettre à plat son groupe cyclique sur la périphérie de la membrane stabilise ces périphéries et donc nous permet de faire ces confettis qui ont été faites avec ces SMA, avec typiquement des choses assez bien définies de 10 nanomètres de diamètre. Pardon. Les DIBMA, qui sont des SMA, on remplace le cycle maintenant par une chaîne très courte. Ça marche aussi, mais c'est moins bien défini. C'est un peu plus gros, c'est plus polydisperse. Enfin, ça ne marche pas si mal. Et puis les cyclapoles de Manuela, donc ceux-là sont français, Cocorico, qui font effectivement là aussi des disques extraits directement par mélange à la membrane. Ce qu'on a ici, c'est de la diffusion de lumière. Quand c'est élevé, on a des liposomes, des vésicules. Quand ça diminue, on est en train de casser les membranes en confetti. Et les chiffres que vous avez ici, c'est typiquement les rayons qu'on a mesurés à la fin, les rayons hydrodynamiques qu'on mesure à la fin du processus, en présence de protéines membranaires. Ça, c'est très important. Et donc, vous voyez que typiquement, les rayons entre les cyclapoles ou les SMA, etc., sont en présence de protéines membranaires autour de 30 nanomètres, alors que c'est 10 sans la protéine membranaire ou dans certaines conditions. Ça dépend un petit peu des gens. Alors, Manuela m'en voudrait si je ne présentais pas son résultat ici. Voilà. Ça, c'est la stabilité de la protéine, toujours notre bactérorhodopsine modèle, au cours du temps, en cyclapole et en SMA. Évidemment, on s'est mis dans les conditions où en SMA, ce n'était pas terrible. Donc, le cyclapole est une alternative au SMA, ce n'est pas forcément la panacée, mais ça marche très très bien. Alors, ça, c'est biomimétique au sens où, je ne sais pas si certains d'entre nous ont des soucis de cholestérol. Eh bien, ces petits cycles, ces petits confettis de membrane, c'est typiquement le bon cholestérol. Avec l'apolipoprotéine A, qui fait des hélices alpha qui s'enroulent autour de la périphérie d'à peu près une centaine de groupes lipidiques qui sont représentés par les choses vertes ici au milieu, avec typiquement une dimension de l'ordre de 10 nanomètres de diamètre. C'est le HDL que vous avez dans les dosages de cholestérol. Voilà. Et donc, des gens ont développé aussi ces apolipoprotéines A pour stabiliser les protéines membranaires par ingénierie génétique, en mettant plus d'hélices, moins d'hélices, en simplifiant les bouts de chaîne, etc., par génie génétique. Et donc, c'est devenu le domaine des nanodisques qui sont aujourd'hui aussi très utilisés pour regarder la structure des protéines membranaires. Et donc, si ça vous intéresse, allez sur ce site Internet et vous allez voir toutes les structures de protéines qui sont aujourd'hui qualifiées et validées, qu'on a pu aujourd'hui faire, dont les structures de protéines membranaires intégrales. 464 protéines membranaires intégrales ont été résolues dans des nanodisques du début, disons, dans les années 2015 jusqu'en 2025, dont, vous voyez, à peu près 380 depuis 2020 seulement. Donc c'est en train réellement d'exploser, tout ça grâce à la microscopie électronique, et 16 dans les polymères styrène maléique anhydride. Alors ça, il y a des choses absolument hallucinantes. Je ne vais pas résister à vous montrer cet objet. Là, c'est le nanodisque. Ça, c'est le ribosome. Et le ribosome, il est associé à son complexe de transfert. Et là, vous avez la chaîne polypeptidique en train d'être transférée, naissante, en train d'être transférée à travers la membrane du ribosome vers ce qui serait le réticulum endoplasmique. Donc on est capable aujourd'hui de remonter par la microscopie électronique et avec de l'intelligence artificielle et des calculs de repliement, à des objets comme ça qui sont extraordinairement complexes, dans lesquels on voit le rôle de la membrane et des protéines membranaires dans la fonction du système.
Ça, c'est réellement, c'est pas du tout nous qui avons fait ça, hein, c'est une autre équipe. Allez voir sur la PDB, vous aurez toutes les références. Mais c'est juste, c'est tellement beau que je ne peux pas résister à vous montrer ça. Voilà, et donc, est-ce qu'on peut maintenant traverser une membrane, aller un tout petit peu plus loin? Et là, je vais aller un poil plus rapidement. Je vous ai dit que ces polymères, donc, ils sont capables d'extraire des lipides, ils sont capables de rentrer dans la membrane. Ça, c'est plutôt quelque chose qui va être biomimétique des peptides antibiotiques, des peptides pénétrants, des peptides antimicrobiens, que vous avez vu avec Colin Bonduel à l'occasion d'un premier cours. Ces peptides, ils vont se replier en hélice alpha avec une partie hydrophobe et une partie très chargée, en général cationique. Ils viennent se mettre sur la membrane avec leur partie hydrophobe qui colle côté membranaire et ils peuvent faire des pores qui vont être toxiques pour la bactérie parce que ça fait des trous et que la bactérie n'aime pas avoir des trous dans sa membrane extérieure. Et comme ça marche moins bien quand il y a du cholestérol, ça ne fait pas des trous dans les membranes de cellules. Enfin, c'est plus difficile de faire des trous dans les membranes de cellules mammifères que dans les membranes bactériennes. Si vous prenez n'importe quel polymère amphiphiles, il est censé faire des trous comme ça. Donc ce qu'on a fait, nous, on a pris du sucre, on a pris des polymères de taille 2-4 nanomètres ou carrément des particules d'oxyde de fer de 10-20 nanomètres. On les a mis à l'intérieur d'une vésicule, on a rajouté nos polymères et on a regardé ce qui se passait. Est-ce qu'il y a des trous? La réponse est oui. Ici, vous avez votre vésicule pleine de sucre, elle est noire parce qu'on la regarde dans un système qui s'appelle le contraste de phase, qui vous dit qu'il y a beaucoup, l'indice de réfraction est très différent à l'intérieur. On attend un peu et on voit brutalement la vésicule devenir transparente. Donc ça, c'est la membrane. Et là, vous avez le même contraste intérieur-extérieur, donc la même concentration de sucre des deux côtés. Ça se vide en moins d'une minute. Mais là, il a fallu être patient. Vous voyez, on a attendu quand même plusieurs heures avant de voir le phénomène. Lorsqu'on a ici les particules d'oxyde de fer, le même phénomène se passe sur la vésicule en haut. Elle est pleine ici, elle est vide là, alors que ses copines à côté ne se sont pas vidées. Donc on a un phénomène purement aléatoire, très chaotique, qui se produit par ouverture de quelque chose dans la vésicule, qui va ensuite perdre son contenu. Donc nos polymères sont effectivement capables de trouer les vésicules, mais ça a l'air d'être assez compliqué à maîtriser. On s'est tourné vers Loïc Auvray, le regretté Loïc Auvray, à l'époque, pour faire des mesures de film noir. Alors, on va peindre un film de lipides sur un micro-trou. Ça, c'est des trous qui font quelques microns carrés de surface. On va mettre des électrodes et on va regarder le courant qui passe à travers. Si votre membrane est native et pas trouée, le courant ne passe pas. S'il y a un pore qui s'ouvre, le courant passe. Et donc, on regarde ça en détail. Voilà, vous avez ici des traces de courant. Vous voyez, c'est des millisecondes, voire des microsecondes et des picoampères. Quand on analyse ça, vous avez ici la membrane fermée, zéro courant, la membrane ouverte, et la membrane oscille entre ces deux états, ouvert-fermé en permanence au cours du temps. On peut, à partir de références, ici c'est l'alpha-hémolysine, c'est une protéine membranaire. En fait, c'est un peptide qui est sécrété, c'est un peptide antimicrobien qui est sécrété dans le système immunitaire primitif pour tuer les microbes de manière non spécifique, parce qu'il vient s'insérer dans les membranes de microbes et il crée un pore de typiquement, je ne sais plus d'ailleurs, c'est le nombre de nanomètres, 1,5 ou 4,5, j'avoue que j'ai un trou. Et ça tue la bactérie. À partir de cette référence, vous voyez, nos amphipoles sont capables d'ouvrir des pores jusqu'à 5 nanomètres, ici dans ces conditions, avec une quantité physiologique de sel dans le milieu. Et donc on s'est dit, mais c'est intéressant, bon, c'est difficile à maîtriser, mais peut-être qu'on peut, si on peut être toxique à façon, on peut gérer les membranes biologiques avec nos amphipoles, moyennant de pouvoir les contrôler plus finement. Et le contrôle fin, quand on veut regarder des choses à titre, disons, de référence, c'est de faire des contrôles photochimiques. Ici, vous avez l'azobenzène que Nicolas Martin vous a présenté la semaine dernière, qui est une molécule hydrophobe qu'on va pouvoir basculer de la conformation cis à trans simplement en allumant la lumière UV ou la lumière bleue. Et donc on a un système qui est plus ou moins proche du squelette hydrophile, qui est plus ou moins polaire, et donc il va basculer dans son rapport d'aspect par application de la lumière. Donc ça nous permet de régler finement l'interaction membrane-polymère dans ce cas-là, parce que si on ne règle pas finement en biologie, on ne peut rien faire de bon. Et donc là, on a ajouté notre polymère sous une forme qui était plus hydrophile, la forme 6, et on va observer ici une cellule COS pendant plusieurs heures dans un milieu de culture. Les petits points rouges que vous voyez, c'est quand cette cellule va externaliser sa phosphatidylsérine. La phosphatidylsérine, c'est un lipide qui est à l'intérieur de la membrane lipidique, à l'intérieur du côté cytosol. Et il y a des pompes transmembranaires, à nouveau des protéines membranaires, qui en permanence maintiennent cette dissymétrie entre la phosphatidylsérine à l'intérieur et la phosphatidylcholine à l'extérieur de la cellule. Donc quand on voit des points rouges, ça veut dire que la cellule est stressée
elle est en train de perdre sa phosphatidylsérine interne qui va vers l'extérieur, et ce n'est pas du tout normal. En fait, c'est un signal d'apoptose dans les systèmes naturels. Et là, nos cellules sont stressées quand on applique la lumière bleue, c'est-à-dire quand on rend le polymère plus hydrophobe, qui va pénétrer dans la membrane. Effectivement, il joue le rôle de ce qu'on appelle une scramblase. Une scramblase, c'est une protéine membranaire qui échange les lipides entre l'intérieur et l'extérieur des feuillets membranaires, et donc qui gère des signaux au travers des signaux lipidiques. Néanmoins, cette cellule qui semblerait rentrer en apoptose pour un biologiste est viable pendant plus de 24 heures. Si vous lavez l'excès de polymère ou si vous changez la longueur d'onde pour revenir à un polymère 6, votre cellule ne meurt pas. Donc on est capable de contrôler la dissymétrie lipidique ici grâce à nos objets et éventuellement de tuer les cellules en ciblant la lumière qu'on va envoyer sur le système. Voilà. Donc ça, c'était un premier point amusant. Donc l'idée, c'est que est-ce qu'on peut injecter des choses dans la cellule? Est-ce qu'on peut utiliser nos polymères comme des cargos qui vont, un peu comme les peptides qu'on utilise parfois aujourd'hui dans certains systèmes de médicaments pour aller pénétrer la cellule avec un médicament? Est-ce qu'on peut le faire avec nos systèmes polymères? Bien, donc là, je vous passerai très très rapidement les détails. On s'est associé à Sandrine Sagan, avec Sophie Cribier aussi à l'époque. Donc on a pris un peptide ici qui est un peptide de référence qui ne pénètre pas dans les cellules. On l'a mélangé avec notre polymère. On a utilisé la lumière pour stimuler le système et on a rempli en plus les cellules au départ de fluorescéine de façon à ce qu'on les voit bien dans l'image un peu floue malheureusement ici. Les petites flèches vous indiquent les cellules à regarder. Voilà, ici vous avez une cellule qui est fluorescente à l'instant 0. On envoie un flash de lumière de 30 secondes de lumière bleue qui n'est pas trop toxique. Et ici on a votre cellule qui s'est éteinte, donc elle a perdu sa fluorescence. Et quand on va doser à l'intérieur du cytosol de cette cellule ce peptide de référence, on trouve que cette cellule a eu ce peptide injecté à l'intérieur de son cytosol. Donc on est capable de cibler avec la lumière une cellule et de rentrer dans cette cellule une petite molécule comme un peptide à l'intérieur du cytosol sans la tuer grâce à ces outils. Voilà, j'ai déjà beaucoup parlé et je vous ai pris du temps, donc je vais aller très très vite sur quelques applications à partir de ces systèmes et des applications qui sont éventuellement faites par d'autres labos que les nôtres. La première, c'est les enzymes dites RHP pour random hétéropolymère, une publication assez récente de l'équipe de ThinkView et MIT aux États-Unis. Ils se sont inspirés de nos amphipoles, mais même si on ne se connaît pas forcément au moment où ils sortent ce papier. En gros, c'est un polymère aléatoire, amphiphile. Vous avez ici les monomères hydrophiles, un petit peu de monomères chargés, beaucoup moins que les nôtres. De l'hydrophobe, toujours très court, exactement comme les amphipoles. Et ici, un système acrylique hydrophobe. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils veulent non pas extraire une protéine membranaire et la mettre dans l'eau, ils veulent prendre une protéine soluble et la mettre dans un milieu hydrophobe, typiquement un solvant. Faire une catalyse en solvant, ça peut avoir des tas d'avantages. Au lieu de faire par exemple, au lieu de faire une hydrolyse d'un ester, vous allez faire une estérification, parce que vous êtes passé de l'eau à un solvant sans eau. Donc une catalyse qui est possible dans des milieux sans eau. Et donc pour ça, il faut faire passer votre enzyme, qui est soluble dans l'eau, dans un milieu solvant. Et donc grâce à ces polymères, ils le font. Au départ, ils piègent l'enzyme dans l'eau. Pourquoi ils piègent l'enzyme dans l'eau? Parce qu'ils ont ces groupes sulfates. Ça, c'est moi qui donne l'explication. Peut-être qu'il m'en voudra, mais c'est en français, donc je pense que... On piège l'enzyme dans l'eau, donc on a une grosse tête, ici une grosse répulsion, on a un système qui fait des micelles. Là, c'est très très clair. Ils arrivent à piéger et à mettre leur protéine en plastique, et elle fait 10 nanomètres. On a vraiment, comme nos amphipoles, un objet très défini, une protéine piégée. Et puis il sèche, il lyophilise, il passe en milieu solvant. Là, on n'a plus d'eau, donc les sulfates sont tous resserrés et précipités les uns sur les autres. On est gonflé de solvant, donc on a la partie polaire qui est beaucoup plus grosse. On a inversé la courbure du système. Il va avoir tendance à faire plutôt quelque chose d'inverse, de mettre à l'extérieur, en périphérie, les groupes hydrophobes, et à l'intérieur avec sa protéine, la partie hydrophile. C'est ce qu'on voit ici en microscopie électronique, dispersé dans le toluen. Alors c'est des gros amas. Ça ne correspond pas à mon petit dessin. Ici, on est plutôt à 50 nanomètres. Mais enfin, c'est déjà pas si mal. C'est un bon agent dispersant d'enzymes en milieu toluen. Alors, on peut faire des activités enzymatiques. On peut faire de la catalyse enzymatique dans des solvants aujourd'hui grâce à ce type d'immobilisation sur des polymères ou de dispersion avec des polymères. Ce qui se développe pas mal, là j'ai mis une revue avec Lebler en co-auteur, Ludwig Lebler, qui est un des grands polyméristes français à l'ESPCI. Il s'est intéressé récemment à l'utilisation d'enzymes pour aller faire de la dépolymérisation de plastique. Et ça, c'est quelque chose qu'une société comme la société Carbios à Clermont-Ferrand a développé, des enzymes qui sont capables ici de dégrader le polyéthylène terephthalate
qui est typiquement le plastique qu'on a dans nos bouteilles d'eau, nos bouteilles de jus de fruits, avec des pétases et des métases, qui sont des protéines, essentiellement des estérases. Donc, c'est des choses qui peuvent être aujourd'hui très, très discutées. Et donc, si on sait disperser des enzymes à l'intérieur d'un plastique, on va pouvoir gérer la vitesse de dégradation d'un plastique. Donc ça, typiquement, c'est toujours Tingzhu, qui aujourd'hui, là, c'est vraiment un article assez récent, 2021, a démontré que sur des polycaprolactones, qui sont des polymères qui sont très utilisés dans le domaine du relargage contrôlé de médicaments, des implants. Donc c'est des polymères qu'on peut implanter pour avoir typiquement un contrôle lent d'un relargage médicamenteux sur plusieurs semaines. Eh bien, on peut, en mettant ces enzymes polyestérases à l'intérieur, dispersées à l'intérieur de ce plastique, on peut gérer la vitesse à laquelle se dégrade ce plastique, donc la vitesse de relargage d'un médicament. Ça, c'est absolument extraordinaire. Ça vous donne un outil tout à fait utilisable pour des applications médicales d'aujourd'hui. Alors, stabiliser, renaturer, là je vais passer très rapidement. On fait aujourd'hui des protéines non naturelles. Vous avez ici avec Didier Bocquet à Saclay un nanobody, c'est un petit morceau d'anticorps qui va cibler spécifiquement un tissu. C'est pour faire de l'imagerie des cancers. On fait une petite protéine, elle va s'instiller plus facilement partout, y compris dans les nodules cancéreux, beaucoup plus que l'anticorps complet. Mais malheureusement, quand vous prenez que la partie qui reconnaît la cible de l'anticorps, vous avez créé ici une surface hydrophobe. Cet objet est absolument insoluble dans l'eau, très difficile à replier correctement en solution. Je vous passe le détail. On parvient avec nos amphipoles à le replier correctement avec sa bonne forme et il est fonctionnel. Et puis concentré, là aussi je vais aller très très vite puisque l'heure tourne et tout le monde a faim maintenant. On peut utiliser des polymères qui vont s'associer à nos protéines pour faire des complexes, et comme on a géré les interactions protéine-protéine au travers de cette bouée polymère, elles peuvent être attractives, elles peuvent être répulsives. On peut comme ça spontanément déclencher la concentration. Je pense que tu as parlé, là, Sébastien, des coacerva, qui sont les manières de concentrer naturellement un certain nombre de protéines dans le cytosol cellulaire. On peut le faire en reproduisant effectivement ces patterns d'attraction-répulsion entre protéines. Ici, vous avez des gouttelettes de coacerva qui sont produites par mélange d'un lysozyme et d'un polyglutamate. Donc là, on est dans des polymères qui sont biocompatibles, biodégradables, sans souci. Et donc ça, c'est un travail qu'on a fait notamment avec Sylvain Huil à Sanofi. On a pris des polyglutamates qu'on a modifiés, on les a pégylés. Ça, c'est un classique de la protection des produits pharmaceutiques. On le mélange avec un anticorps. Ce que vous avez représenté ici, les parties bleues, sont les parties qui sont plutôt chargées positivement sur un anticorps humain. Et donc, un polyanion va s'associer à ces parties bleues, va annuler la charge de l'ensemble. En annulant la charge de l'ensemble, on fait un précipité, enfin, on fait ces gouttelettes liquides de coacerva. Quand on centrifuge, vous voyez ici, vous avez la concentration. On voit que par rapport au volume complet, on a tout concentré sur ce petit volume ici. On est monté jusqu'à quasiment 200 grammes par litre en protéines, simplement en ajoutant notre polymère dans le milieu. Et ce polymère et cette protéine, mélangés entre elles, à 200 grammes par litre, ont des viscosités très faibles. Ici, vous avez la viscosité de la solution de protéines seule, à 200 grammes par litre. Là, vous avez la viscosité du mélange polymère-protéine à 200 grammes par litre avec un peu de sel. On a un facteur 5 ici de variation de la viscosité. Ça veut dire que vous passez d'un système qui n'est pas injectable chez le patient, au travers d'une seringue assez fine. Personne ne va avoir une grosse seringue injectée. Donc 50 centipoids, c'est à peu près le seuil d'injectabilité. Un système qui est parfaitement injectable et qui est très concentré. Et donc ça, pour les injections sous-cutanées d'un certain nombre de produits, ça peut avoir un intérêt. Voilà, je conclurai ici en résumant cette présentation. Vous voyez qu'en gérant les parties hydrophobes, hydrophiles, de façon à avoir cette courbure, cette affinité avec la protéine d'intérêt, et en gérant la partie polymère pour ce qu'on appelle l'avidité. Vous avez une association multipoint, donc vous renforcez l'association, ça devient une association très forte alors que les interactions locales sont très faibles, mais aussi la stabilité, j'ai oublié un i, la stabilité, c'est-à-dire que vous avez un polymère qui, effectivement, protège votre protéine en permanence, y compris dans des milieux très dilués ou très agressifs. Eh bien, on va concevoir ces chaperones artificielles très, très rudimentaires, inspirées de divers objets du vivant, de manière à obtenir nos fonctions d'intérêt dans des milieux qui ne sont plus du tout les milieux naturels. Voilà, j'aurais beaucoup de gens à remercier, mais je remercie essentiellement pour tout ce qui est ma culture de membranes et des protéines membranaires, tous les gens de l'IBPC, l'Institut de biologie et de physico-chimie, qui est rue Pierre et Marie Curie, là juste à côté, avec Jean-Luc Popo, qui est mon mentor en protéines membranaires, Bruno Mirou, qui est le directeur actuel, avec Francesca Zito, là, qui sont des spécialistes de l'expression des protéines membranaires, Manuela Zonins, là, qui est la nouvelle égérie des amphipoles.
Et mon premier labo à l'ESPCI, Cécile Monteux, Patrick Perrin, effectivement, avec qui on a eu le plaisir de travailler sur les assemblages. Et le labo à l'ENS, Ludovic Julien, Thomas Le Sceau et beaucoup d'autres qui nous ont accompagnés dans cette aventure. Et Sophie Criby en particulier sur les aspects physiques des membranes. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et,